Bonjour tout le monde. J'aimerais tout d'abord remercier professeur Ider, directrice des activités médicales et paramédicales, pour sa forte collaboration, mais aussi professeur Lefkir, chef de service de rhumatologie, pour avoir instauré cette tradition des FMC destinés aux médecins généralistes et aux médecins des autres spécialités. Remercier l'assistance pour leur présence aujourd'hui et aussi les représentants des associations des malades rhumatisants, à savoir Bilal Belkham et Ben Alal Abdelrahman. Donc là, on va faire un exercice pour évaluer les connaissances que vous avez acquises jusqu'à maintenant à travers des cas cliniques où on a besoin de votre interactivité. Donc, on a deux cas cliniques. Donc, le premier, il s'agit d'une dame âgée de 52 ans qui consulte car elle est ménopausée depuis 2 ans et qui s'inquiète car elle a suivi une émission télévisée sur l'ostéoporose. Elle veut savoir si elle est porteuse ou pas de cette pathologie. Donc, euh, d'après vous, quelle prise toxique de toxiques ou de médicaments à l'origine d'une ostéoporose recherchez-vous à l'interrogatoire? Donc, on sait déjà pour les corticoïdes. Donc, vous avez aussi certaines habitudes toxiques comme l'alcool et le tabac. Pour les diurétiques, non. Pour les diurétiques, non. L'aspirine aussi. On a les anti-aromatases, surtout pour les patientes qui sont suivies pour néoplasie du sein. Et les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, euh, pour certaines personnes, ils ignorent qu'ils sont pourvoyeurs d'ostéoporose. Et les antibiotiques, non. Donc, ils ne sont pas pourvoyeurs d'ostéoporose. Donc, pour les inhibiteurs de la pompe à protons, une étude de la Women's Health Initiative a concerné 160 000 femmes suivies sur une période de plus de 8 ans. Donc, 2% étaient sous IPP et le risque de fracture était estimé à 1,44. Il était de 2 pour la fracture vertébrale, pour dire que les IPP sont pourvoyeurs d'ostéoporose. Donc, cette patiente présente des antécédents suivants, les antécédents suivants. Donc, elle fume. Il y a une notion de tabagisme à 40 paquets années. Est-ce que c'est un facteur prédisposant à l'ostéoporose ou pas? Elle a une ménopause à 50 ans. Donc, vous avez vu avec Dr Gerboucha pour les facteurs de risque d'ostéoporose, de fragilité osseuse. Donc, est-ce qu'une ménopause à 50 ans prédispose à l'ostéoporose ou pas? Une corticothérapie à forte dose, donc elle est sous corticoïde à forte dose entre 2 et 3 ans, donc pour sarcoïdose, donc elle est suivie pour sarcoïdose, donc elle est sous corticoïde. Elle a fait une fracture d'un métacarpe à l'âge de 49 ans et sa sœur est porteuse d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc, d'après vous, quels sont les antécédents qui sont significatifs chez cette patiente? Donc, le tabagisme, oui. La ménopause à 50 ans, non. Donc, la corticothérapie à forte dose et pour une longue durée, oui. La fracture d'un métacarpe à 49 ans, non. Donc, en fait, la fracture du métacarpe, du crâne, des orteils et des doigts ne sont pas considérées comme des fractures ostéoporotiques. Et la polyarthrite rhumatoïde, donc chez la sœur. Donc, ce n'est pas chez elle, donc c'est plutôt chez la sœur. Donc, c'est plutôt le tabagisme chronique et la corticothérapie chez la patiente, chez notre patiente. Donc, nous avons plusieurs facteurs de risque cliniques, en fait,
Vous avez vu l'outil Frax, nous avons certains outils qui évaluent le risque fracturaire, mais qui ne sont pas validés chez nous. Donc, nous, on va compter surtout sur les facteurs de risque cliniques de fragilité osseuse, à savoir les antécédents personnels de fracture, les antécédents familiaux, surtout chez la mère, par exemple, et vous avez une ménopause précoce, moins de 40 ans, une corticothérapie prolongée, le tabagisme, l'alcoolisme aussi, et un faible indice de masse corporelle, surtout s'il est inférieur à 19 kg par mètre carré. Et certains facteurs qu'on sous-estime souvent, c'est les facteurs de risque de chute. Donc, il faudrait savoir les détecter. Donc, la patiente demande à faire une ostéodensitométrie. D'après vous, quelles sont les indications pour cet examen? Est-ce qu'on le fait en cas de grossesse? Pourquoi? Devant une ménopause à 50 ans, donc elle a eu une ménopause dans les temps, donc ce n'est pas une indication pour l'ostéodensitométrie. Devant une fracture vertébrale, c'est évident, oui, une fracture vertébrale, c'est une fracture sévère, donc c'est un facteur prédictif de refracturer, donc il faut faire très attention. Donc, et devant une corticothérapie à 5 mg par jour pendant un mois. Donc, c'est une corticothérapie qui est courte, donc normalement non. Et son IMC, il est à 14 kg par mètre carré, donc il est inférieur à 19. Donc, on a surtout, c'est la fracture vertébrale et l'IMC quand il est faible. Donc, en cas de grossesse, c'est un examen qui est irradiant tout de même, donc il faudrait éviter de faire ce genre d'examen pendant la grossesse. Encore, même si il est 20 fois moins irradiant qu'un téléthorax. Donc, les indications dans la population générale de la mesure de la densité minérale osseuse, c'est lorsque le sujet est sous corticoïde au long cours. Donc, au long cours, c'est quoi? C'est plus de 3 mois de 7,5 mg d'équivalent de prédnisone par jour. Donc, en cas aussi de découverte d'une fracture vertébrale sans contexte traumatique ou néoplasique, mais aussi en cas d'antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme majeur. Donc, on exclut toutes les fractures du crâne, orteil, doigt et rachis cervical. En cas aussi de pathologie inductrice d'ostéoporose, c'est surtout les pathologies endocriniennes, à savoir l'hyperparathyroïdie, l'hypogonadisme prolongé et l'hypercorticisme et l'hyperthyroïdie, lorsqu'elle est non traitée. Aussi, nous avons l'ostéogenèse imparfaite et lors de traitements d'androgénoprivation induite ou chirurgicale lors de traitements prolongés, aussi par analogue de GnRH. Chez les femmes ménopausées, c'est surtout en cas d'antécédent de fracture du col fémoral, sans traumatisme majeur chez un parent au premier degré, surtout chez les mères, et en cas d'indice de masse corporelle inférieur à 19 kg par mètre carré, en cas de ménopause avant 40 ans, quelle qu'en soit la cause, mais aussi en cas de corticothérapie prolongée, comme on vient de l'expliquer, ou en cas de mise en route d'un traitement par inhibiteur de l'aromatage chez les femmes ménopausées ayant des signes d'ostéoporose ou à risque d'ostéoporose. Quand est-ce qu'on doit refaire une mesure de la densité minérale osseuse? En cas de suivi sous traitement, donc généralement on refait chaque 2 ans, et si on est dans le vert, on passe dans la zone verte ou orange sans fracture, on peut éventuellement discuter l'arrêt du traitement. Donc, chez la femme ménopausée sans fracture, lorsque un traitement n'a pas été initié au départ et lorsque la DMO a été dans les valeurs normales ou en ostéopénie, on peut refaire une autre mesure de la densité osseuse après 3 à 5 ans. Donc, la patiente vous parle, essaye de vous convaincre pour la traiter et pour c'est-à-dire, elle se convainc elle-même qu'elle a une ostéoporose. Elle vous parle de sa copine. Elle a 55 ans. Elle se traite pour ostéoporose. Donc, et elle était victime il y a 1 an d'une fracture vertébrale à la suite d'une chute de sa hauteur. Sa copine, hein, ce n'est pas elle.
Mais en fouinant un peu, en l'interrogeant, elle annonce que la mère de son amie s'est fracturé le col du fémur il y a 2 ans et se traite aussi pour ostéoporose. Donc, est-ce que la mesure de la densité minérale osseuse est indiquée chez notre patiente ou pas? Donc, on essaye d'évaluer les facteurs de risque de fragilité osseuse. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque de fragilité osseuse? Donc, elle n'a que 52 ans, elle est ménopausée dans les temps. Par contre, elle est sous corticoïdes. Donc, et elle a un IMC bas. Donc, donc, on va lui faire une DMO. Et on lui explique que pour son amie, donc elle a des facteurs de risque, à savoir, elle a fracturé déjà, elle a une maman qui a une ostéoporose fracturaire. Donc, c'est pour ça son médecin a dû la traiter aussi. Donc, ici, nous avons l'IMC faible, mais aussi la corticothérapie, qui est un facteur de risque indépendant de la densité minérale osseuse lorsqu'elle est cette corticothérapie prolongée et de plus de 7,5 mg d'équivalent de prednisone. Donc, nous faisons la mesure de sa densité minérale osseuse. On trouve un T-score au niveau du rachis à moins 1,3, donc il est en ostéopénie. Et au niveau du col fémoral à moins 1,7, donc toujours en ostéopénie. Donc, la référence, c'est toujours le col fémoral gauche ou la hanche gauche. Donc, par convention, c'est toujours à gauche si c'est possible. Donc, elle est à moins 1,8, donc en ostéopénie. Quel examen réalisez-vous à ce stade? Donc, jusqu'à maintenant, avec une densité minérale osseuse, avec un T-score en ostéopénie, quels sont les examens qu'on doit réaliser chez notre patient? Donc, est-ce qu'on fait un examen sanguin, un examen biologique? Oui. Une radiographie du rachis sans symptômes, sans signe d'appel? Une scintigraphie osseuse? Une IRM du rachis. Bon, pour l'IRM du rachis, la scintigraphie osseuse, c'est clair. On ne demande pas ce genre d'examen dans ce cas précis. Pour la radiographie du rachis, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas automatiquement. S'il n'y a pas de signe d'appel, s'il n'y a pas de douleur, de notion de diminution de la taille par rapport à ses 20 ans, de plus de 33 cm. Donc, il n'y a pas lieu de faire une radiographie du rachis. Donc, puisqu'il n'y a pas la notion de lombalgie ou dorsalgie. Par contre, on fait un examen sanguin. Donc, on demande une formule de numération sanguine qui est revenue normale, une électrophorèse des protides qui est revenue normale aussi, il n'y a pas de trouble ionique. Le bilan phosphocalcique est normal chez elle. Donc, est-ce qu'on met en place un traitement anti-ostéoporotique? Est-ce que, c'est-à-dire, il y a une indication pour un traitement anti-ostéoporotique avec une DMO en ostéopénie? Donc, est-ce qu'on, c'est-à-dire on fait aucun traitement? Est-ce qu'on optimise les apports vitamino-calciques? Est-ce qu'on supplémente en calcium et en vitamine D? Docteur Abdelawi a parlé de la supplémentation qui doit être à présent systématique et automatique. Donc, un traitement hormonal de la ménopause. Il est effectué s'il y a signe climatérique. Voilà. Donc, on a les modulateurs sélectifs des récepteurs à oestrogènes, donner un biphosphonate, tériparatide ou denosumab. Donc, en fait, on optimise les apports, surtout vitamino-calciques, et on ne donne pas de traitement anti-ostéoporotique à ce stade. Les recommandations sont claires. Dr Abdelawi a montré une plaque similaire. Donc, on est dans ce cas de figure. Nous n'avons pas de fracture à présent et le T-score, il est entre moins 1 et moins 2 en absence de fracture. Donc, il n'y a pas de traitement anti-ostéoporotique. Donc, on la revoit, la patiente à l'âge de 59 ans et depuis 2 ans, elle présente une hyperthyroïdie difficile à traiter. De fait, vous avez préféré recontrôler son ostéodensitométrie. Et voici les résultats. Donc, vous avez un T-score au niveau du rachis à moins 3,2. Donc, elle est en ostéoporose à présent au niveau du rachis.
Son col fémoral gauche à moins de 7, donc aussi en ostéoporose, et son T-score niveau fémoral droit à moins de 6, donc aussi en ostéoporose. Donc, est-ce qu'on met en place un traitement? Et lequel? Voilà. Déjà, bon, elle est... Donc, et quel genre de traitement on doit instaurer? Elle a une hyperthyroïdie. Elle est traitée, ouais, pour son hyperthyroïdie. Ouais. Elle a une ostéoporose. Donc, elle est trop basse, ouais. Elle est à moins de 3 au niveau du rachis. Elle est à moins de 7 au niveau du col. Donc, et il y a des facteurs de risque. Donc là, si on suit les données que nous a remis Dr Abdelawi, donc on est dans le haut risque. Donc, il faudrait la traiter. Donc, le traitement de première intention, c'est clair, c'est le biphosphonate. D'accord. On peut discuter aussi le SERM, donc parce qu'elle a 59 ans à présent. Donc, les modulateurs sélectifs des récepteurs à oestrogènes, mais ils ont une action surtout au niveau, c'est-à-dire vertébral. Hein, ils agissent surtout sur le risque fracturaire au niveau vertébral, beaucoup moins au niveau de la hanche. Hein. Donc, alors que le biphosphonate agit sur les deux. Donc, l'idéal est de commencer par un biphosphonate. Donc, les recommandations, donc notre patiente a un T-score entre moins 2 et moins 3 et elle a des facteurs de risque d'ostéoporose, donc elle est dans le rouge, donc il y a un haut risque de fracture, donc il faudrait la traiter. Donc, nous avons un arsenal thérapeutique qui a été exposé déjà par Dr Abdelawi. La supplémentation vitamino-calcique se fait de façon automatique et à tout âge. Le biphosphonate pourra être indiqué jusqu'à l'âge de 80 ans, même un peu plus. Et on a d'autres armes thérapeutiques comme le denosumab qui peut venir en deuxième position après le biphosphonate, le tériparatide, surtout si on a des fractures vertébrales. Donc, Madame BY est maintenant âgée de 66 ans. Ses problèmes thyroïdiens sont maintenant résolus, donc ils ont été traités. Elle est hospitalisée pour un épisode de lombalgie aiguë, survenu il y a 3 semaines, en portant une bouteille de gaz. La douleur est intense la première semaine. Elle s'était atténuée grâce au repos au lit et à un traitement par INS, mais redevenue très invalidante après un effort de toux la veille, motivant son hospitalisation. Donc, à l'interrogatoire, il n'y a pas de signes généraux, il n'y a pas de perte de poids, d'anorexie, d'asthénie ou fièvre. L'examen clinique est normal, il n'y a pas de déficit moteur ou déficit sensitif ou de syndrome pyramidal et absence de syndrome lésionnel. Les pertes crâniennes sont normales et la palpation de la charnière dorso-lombaire est douloureuse. L'examen des membres est normal, le reste de l'examen somatique est sans anomalie. Donc, biologiquement, on note une calcémie à 2,32 millimoles par litre, donc l'équivalent de 92 mg par litre, donc une calcémie normale, phosphorémie à 1,2 millimoles. Les phosphatases alcalines sont à 98. La clearance à la créate, elle a une bonne clearance à 80, une VS à 7, une formule de numération sanguine normale, une CRP à 9. L'électrophorèse des protides sériques est normale. Vous avez cette radio, donc vous avez cette vertèbre qui est diminuée de hauteur sur le profil et aussi sur le face. Hein. Donc là, vous voyez la flèche rouge. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, les radiographies dorso-lombaires montrent une hernie intraspongieuse L2, une fracture vertébrale ostéoporotique de la 5e dorsale, une fracture vertébrale ostéoporotique de la L2,
ou bien une déminéralisation diffuse. Plusieurs réponses peuvent se rencontrer. Donc, c'est une fracture claire, fracture tassement de la L2. Donc, c'est surtout un effondrement du plateau supérieur de la L2. Donc, c'est ça, une fracture tassement, en fait, avec cette fracture qui est cunéiforme. Donc, quels éléments de l'examen clinique sont en faveur de ce diagnostic? Elle est déminéralisée, oui. On voit qu'elle est vraiment déminéralisée. Il y a une déminéralisation diffuse. Donc, quels éléments de l'examen clinique sont en faveur du diagnostic de fracture ostéoporotique? Est-ce que le fait que c'est une femme ménopausée depuis plus de 10 ans, le début brutal, le facteur déclenchant, elle a soulevé une bouteille de gaz, horaire mécanique, absence de signes neurologiques, examen général normal. Donc, c'est toutes les réponses. Donc, elle est âgée, donc l'âge est un facteur de risque. Donc, elle est ménopausée, donc il y a un déficit en oestrogène qui date de longtemps, depuis plus de 10 ans. Donc, le début est brutal après un facteur déclenchant. L'horaire mécanique qui signe la bénignité du tassement, de la fracture tassement, parce que vous avez des fractures tassement lors de métastases osseuses. L'absence de signes neurologiques. Donc, il n'y a pas de signe neurologique, il n'y a pas de retentissement sur le versant neurologique et l'examen général qui est sans particularité. Donc, parmi les résultats radiographiques suivants, lesquels sont compatibles avec une fracture d'origine ostéoporotique? Atteinte de C8, donc s'il y a eu fracture de la 8e cervicale, atteinte des parties molles, la structure homogène du tassement, le mur postérieur respecté, l'arc postérieur respecté, au sein d'une déminéralisation diffuse. Donc, c'est surtout... donc, il y a une description typique pour les fractures tassement ostéoporotiques d'origine bénigne. Donc, c'est le siège, généralement, il est lombaire ou dorsolombaire, c'est la charnière dorsolombaire. Généralement, ces fractures sont multiples. Il y a un respect des corticales qui ne sont jamais effacées. Il y a une conservation du mur postérieur, donc il n'y a pas une infiltration de la moelle et des racines nerveuses, et absence d'atteinte des parties molles. Donc il y a une absence du fuseau paravertébral, donc il n'y a pas une atteinte des parties molles. Donc le tassement manin, il est généralement unique. Il touche n'importe quel versant du rachis, donc il peut être cervical. Généralement, ils sont dans la partie haute du rachis. Il y a un effacement des corticales osseuses et il y a une ostéolyse, du spongieux et une infiltration parfois des parties molles. Donc, il y a une atteinte des parties molles avec une image de fuseau paravertébral. Dans le cadre du bilan d'une fracture vertébrale ostéoporotique, est-il utile de doser en première intention la calcémie, la phosphorémie, la 25-OH vitamine D, le bilan hépatique, le taux d'œstrogène, le taux de PTH ultrasensible et l'uricémie. Donc, il serait pertinent pour l'exploration en première intention de cette fracture vertébrale de faire un bilan phosphocalcique, le dosage du taux de vitamine D et la PTH. Quel examen complémentaire sera utile pour le suivi de votre ostéoporose? Donc, comment on va suivre notre patient? Est-ce qu'on va la suivre avec un scanner, avec l'IRM, avec l'évaluation échographique de la résistance osseuse, la scintigraphie osseuse ou l'ostéodensitométrie? Donc, il n'y a que l'ostéodensitométrie ou la DEXA en anglais, donc l'appareil de mesure de la densité osseuse qui nous permet de suivre notre patiente
c'est-à-dire sous traitement. Notre deuxième cas clinique, donc, il s'agit d'une dame de 68 ans, un peu plus âgée, aux antécédents de néoplasie du sein et à 15 ans. Mais elle est en rémission, d'après son oncologue. Donc, elle consulte pour une recrudescence donc, de lombalgie ancienne évoluant depuis 2 mois. Donc, elle est connue comme lombalgique, mais il y a une recrudescence depuis 2 mois. Elle est encore très active et sans suivi médical ni gynécologique régulier depuis quelques années. Les douleurs sont intenses et elles sont survenues sans facteur déclenchant particulier. La patiente a dû rester alitée pendant une semaine. Actuellement, elle reste invalidée dans ses activités. Le paracétamol et le repos l'améliorent partiellement. D'autre part, la patiente vous explique qu'elle se sent inhabituellement stressée, anxieuse depuis quelques semaines avec des impressions d'avoir chaud mais sans fièvre et des sueurs la nuit. Les traitements qu'elle prend, elle prend le lévothyrox, 100 microgrammes par jour pour un goitre et du paracétamol. Elle n'a pas d'antécédents familiaux d'ostéoporose ni de fracture de l'extrémité supérieure du fémur. La ménopause est survenue à l'âge de 49 ans. L'examen clinique, donc elle a de bonnes constantes vitales. Le poids est stable avec 62 kg pour 1,62 m. La taille à l'âge de 20 ans était à 1,66 m. Donc si on compare avec la taille actuelle, elle a diminué de 4 cm par rapport à l'âge de 20 ans. On dit que si on diminue de 3 cm, donc c'est un outil clinique de dépistage d'éventuelles fractures vertébrales. Donc, elle a une scoliose dorsolombaire, une raideur globale du rachis, avec une distance doigt-sol supérieure à 40 cm. Elle a une douleur élective à la palpation en regard de L1, L2. L'examen neurologique est normal. Elle a une tachycardie régulière. Le reste de l'examen clinique est sans particularité. D'après vous, quels sont les examens que vous demandez en première intention devant ce contexte? Est-ce qu'on demande une radiographie du rachis dorsolombaire, face et profil? Là, on a des rachialgies, des lombalgies, plus précisément. Donc, normalement, on doit demander une radiographie du rachis dorsolombaire. Une IRM, d'emblée, non. Ce qu'on a dit en première intention. Un bilan inflammatoire. Vous rassurez la patiente, vous ne demandez rien du tout, aucun examen complémentaire. Une scintigraphie osseuse. De néoplasie du sein. Ouais. Donc, on demande automatiquement une radiographie du rachis dorsolombaire, face et profil, et un bilan inflammatoire. Parce qu'on est devant des signes d'alerte. Donc, on est devant des signes d'alerte. Nous avons la sueur nocturne, les lombalgies sur antécédents de néoplasie du sein. Donc, on est obligé d'éliminer tout ce qui est malin, à savoir une tumeur osseuse, des métastases et tout ce qui est infectieux aussi, hein, spondylodistite. S'il n'y avait pas l'antécédent de néoplasie, et on demanderait un bilan, comme pour le premier cas, une formule de numération sanguine, VS, une électrophorèse des protides pour éliminer tout ce qui est hémopathie maligne, surtout le myélome multiple, un bilan phosphocalcique, un bilan thyroïdien, et un bilan rénal et un taux de vitamine D avec un taux de PTH. Quelles hypothèses diagnostiques peuvent être discutées chez cette patiente? Donc, métastase osseuse, spondylodistite, pathologie rachidienne commune, donc tout ce qui est arthrose, hernie discale, c'est ça, pathologie rachidienne commune, fracture vertébrale ostéoporotique ou pyélonéphrite. Donc, métastase osseuse possible parce qu'elle a des antécédents. Spondylodistite, donc il y a la notion de sueur nocturne. On est dans un pays endémique de tuberculose, donc il faudrait y penser. Pathologie rachidienne commune possible aussi, donc, et fracture vertébrale ostéoporotique. Donc, il faudrait, car il y a en commun, vous avez les antécédents de néoplasie,
On a certains facteurs de risque d'ostéoporose, c'est surtout l'âge qui est avancé, la notion de sueur et les antécédents de lombalgie chronique. Tout ça prête à confusion entre une spondylodicite, une métastase osseuse, fracture vertébrale ostéoporotique et lombalgie commune. Donc, vous faites sa radio, vous voyez cette vertèbre qui est sur le face très diminuée de hauteur, sur le profil aussi. Elle est, disons, pratiquement en galette. Hein. Donc, c'est une fracture ostéoporotique, fracture tassement ostéoporotique. Il faudrait savoir les rechercher car elles sont fréquentes à partir de l'âge de 65 à 70 ans, où on a une incidence annuelle fracturaire de 10 pour 1000 à partir de 50 ans et qui augmente vers 40 pour 1000 après 85 ans. Donc, vous voyez ici que les fractures vertébrales augmentent avec l'âge et c'est leur incidence est la plus importante par rapport aux autres fractures ostéoporotiques, par exemple celle du fémur ou du poignet. Les fractures vertébrales sont dans 2/3 des cas asymptomatiques. Donc, il faudrait savoir les rechercher devant une diminution de taille de 3 cm par rapport à l'âge de 20 ans, qui est un outil diagnostique en routine clinique qu'il faudrait savoir demander. Donc, est-ce que vous conseillez à Madame FA de réaliser une densitométrie osseuse? Donc, nous avons une fracture vertébrale. Donc, c'est une indication claire de la mesure de la densité osseuse. On n'a pas d'antécédent personnel de fracture périphérique ni traumatique. Aussi, il faudrait demander une mesure de la densité osseuse si on a des antécédents documentés de pathologies inductrices d'ostéoporose, à savoir l'hyperthyroïdie, un hypogonadisme prolongé, l'hypercorticisme, l'hyperpara, et on a parlé aussi d'ostéogenèse imparfaite. Aussi, la mesure de la densité minérale osseuse est indiquée en cas de mise d'une corticothérapie d'une durée plus de 3 mois à plus de 7,5 mg de prédnisone quotidien. Chez la femme ménopausée en présence de facteurs de risque, on l'a déjà dit, avec un indice de masse corporelle inférieur à 19, ménopause avant 20 ans ou une ménopause chirurgicale ou iatrogène, antécédent de corticothérapie prolongée ou un antécédent familial de fracture chez un parent du premier degré. Donc, la patiente réalise sa densité minérale osseuse et vous avez un T-score au niveau lombaire à moins 1,9 et un T-score hanche à moins 1,8. Donc, elle est en ostéopénie. Mais il y a une fracture vertébrale. Donc, là, on est en ostéopénie. Donc, on a un T-score entre moins 1 et moins 2,5. On verra après si on traite ou pas. Quel bilan préalable doit être réalisé avant de prendre une décision thérapeutique chez cette patiente? Donc, quel est le bilan qu'on doit demander chez cette patiente? Donc, il faut rechercher une autre étiologie. Donc, il faut rechercher les ostéoporoses secondaires. Donc, éliminer une hémopathie, une endocrinopathie, rechercher une carence en vitamine D, faire un bilan biologique qui est guidé par la clinique et une électrophorèse des protéines, on l'a dit, pour les hémopathies dans le cadre d'un myélome multiple. Donc, elle a une calciurie faible à 40 mg par 24 heures, une créatinurie à 900 mg par 24 heures. La vitamine D est trop basse, elle est à 8 nanogrammes par millilitre. La calcémie corrigée est à 2,4 millimoles par litre, donc aux environs de 92-93 mg par litre. Phosphorémie à 1,1, une PTH à 80 picogrammes par millilitre. La norme, elle est entre 10 et 65. Donc, il y a une petite augmentation du taux de PTH ultrasensible. Le reste du bilan biologique est sans particularité. Donc, ce qu'on retient parmi ce qu'on a vu maintenant, est-ce qu'il y a une carence en vitamine D? Est-ce qu'il y a une hyperpara secondaire? Est-ce qu'il y a une hyperpara primaire? Est-ce qu'il y a une ostéomalacie?
ou bien l'examen biologique est anormal et remet donc en question le diagnostic d'ostéoporose postménopausique. Donc, elle a une carence en vitamine D et elle a une hyperpara qui est secondaire. Son hyperpara est secondaire à sa diminution de la vitamine D. Donc, on peut voir une augmentation pas très importante de la PTH qui est réactionnelle en cas de carence très importante en vitamine D. Donc, il faut évaluer aussi les facteurs de risque de survenue de fracture, surtout les facteurs de risque de chute. Est-ce qu'elle a chuté de sa hauteur ou chuté dans les escaliers, un accident de la voie publique? Donc, il faut savoir rechercher les facteurs de risque de chute. Quels sont les facteurs de risque de fracture que nous devons rechercher chez toute patiente souffrant d'ostéoporose? Donc, il y a des facteurs de risque de fracture qui dépendent de la densité minérale osseuse. Donc, c'est la DMO elle-même, donc une diminution de la DMO, un hypogonadisme, une carence en calcium et en vitamine D et l'immobilisation prolongée. Donc, peut aussi constituer un facteur de risque de fragilité osseuse. On a les facteurs de risque de fracture indépendants de la densité minérale osseuse, qu'a montré tout à l'heure le docteur Gerboucha, à savoir l'âge avancé, les antécédents personnels de fracture ostéoporotique. Donc, il y a un risque, si on fracture, on risque de refracturer. C'est ce qu'on appelle aussi le risque imminent de fracture, qui est estimé entre 1 à 2 ans de refracturer après une première fracture. Les antécédents familiaux aussi de fracture, surtout chez la maman. Et la corticothérapie prolongée, certaines pathologies endocriniennes comme l'hyperthyroïdie, un poids faible lorsque l'IMC est inférieur à 19, certaines habitudes toxiques comme la consommation excessive d'alcool et de tabac, les rhumatismes inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde d'ailleurs constitue un item dans l'estimation du FRAX, et nous avons aussi les autres rhumatismes inflammatoires, particulièrement la spondyloarthrite ankylosante, et les facteurs de risque de chute aussi. Donc, c'est surtout la baisse de l'acuité visuelle, les troubles neuromusculaires et les antécédents de chute. D'ailleurs, si on fracture, on risque de refracturer. Une étude multicentrique européenne qu'on appelle l'étude Opus, donc chez plus de 2400 patientes, 2400 femmes âgées entre 55 et 81 ans, donc, où le risque de refracturer, donc après une fracture vertébrale, est estimé à 1,5 et pour la fracture de hanche, il grimpe à 2. Donc, d'après vous, quels sont les intérêts du bilan biologique demandé en cas de découverte d'une densité minérale osseuse? Donc, quel est l'intérêt de demander un examen biologique? Donc, est-ce que c'est pour vérifier l'absence de contre-indication au traitement anti-ostéoporotique? Surtout si on a une hypocalcémie, surtout avec les biphosphonates, il faudrait faire attention. Donc, ne pas méconnaître une pathologie maligne pouvant être responsable d'une diminution de la densité minérale osseuse, surtout le myélome. Ne pas méconnaître un trouble de la minéralisation osseuse pouvant être à l'origine d'une baisse de la densité minérale osseuse, surtout l'ostéomalacie. Rechercher une pathologie endocrinienne inductrice d'ostéoporose. OK. Donc, pour vérifier l'absence de contre-indication au traitement anti-ostéoporotique, c'est clair. Donc, et pour rechercher une pathologie maligne, pour rechercher aussi une ostéopathie déminéralisante bénigne comme l'ostéomalacie, rechercher une pathologie endocrinienne inductrice d'ostéoporose, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc, parmi les pathologies suivantes, lesquelles peuvent être responsables d'un test score ABC lors de la mesure de la densité minérale osseuse? L'ostéomalacie, l'insuffisance rénale chronique,
ou ce qu'on appelle ostéodystrophie rénale, l'hypogonadisme prolongé, le myélome multiple ou l'hyperparathyroïdie primaire. Donc, c'est tout ça pour dire juste que la DMO n'est pas un outil diagnostique. Il recherche l'ostéoporose. Cette ostéoporose n'est pas spécifique à l'ostéoporose postménopausique. Elle peut être une ostéoporose secondaire à une pathologie endocrinienne, à la prise de corticoïdes, à un problème au niveau rénal ou au myélome multiple, les hémopathies malignes. La patiente vous demande s'il faut prendre un traitement. Que lui répondez-vous? Donc, elle a fracturé, elle est en ostéopénie. Est-ce qu'on la traite ou pas? Donc, est-ce qu'on conseille des apports alimentaires en calcium et en vitamine D? Oui. Il faut limiter les activités physiques, donc y compris les sports doux, natation, marche. Donc, on va lui déconseiller toute activité physique. La mise en route d'un traitement de fond anti-ostéoporotique dépend du risque de survenue de fracture. Le tabagisme constitue un facteur de risque de fracture. Vous l'encouragez à perdre du poids en lui expliquant qu'un indice de masse corporelle inférieur à 19 diminue le risque de fracture. Donc, il faut favoriser les apports alimentaires. Il faut favoriser aussi l'exercice physique, qu'on néglige souvent. Donc, il faut garder une activité physique, même si on est âgé, même pour les sujets âgés. Donc, c'est connu, ils sont prédisposés à la sarcopénie avec l'âge. Donc, il faudrait garder certaines activités physiques, à savoir la marche, un renforcement musculaire qui est doux, donc qu'on peut conseiller à nos patients ou patientes. La mise en route d'un traitement de fond, c'est clair. Là, on est dans cette case où on a le T-score entre -1 et -2, mais il y a une fracture sévère. Donc, il y a une fracture vertébrale, donc on doit traiter. Malgré si la DMO n'est pas dans la zone rouge, n'est pas dans l'ostéoporose, parce qu'on a un facteur de risque très important qui est la fracture vertébrale. Donc, la mise en route d'un traitement de fond anti-ostéoporotique dépend du risque de survenue de fracture. De quels moyens disposez-vous pour évaluer ce risque? La valeur de la DMO, l'âge de la ménopause, évaluation du risque de chute, antécédents personnels de fracture ou pas, et la présence d'anomalies de fixation sur la scintigraphie. Ça, on n'arrête pas de le répéter, c'est juste pour fixer les idées. Donc, la baisse de la DMO est un facteur de risque de fragilité osseuse. La ménopause à moins de 40 ans, provoquée ou pas, l'évaluation du risque de chute, qui est très important, et les antécédents personnels de fracture. Donc, on a une multitude de paramètres qui permettent d'évaluer le risque fracturaire. Nous avons l'outil FRAX, mais n'est pas validé chez nous. Donc, on va s'aider de ces facteurs de risque cliniques qu'il faudrait rechercher, qui peuvent dépendre de la densité minérale osseuse. Vous avez cette flèche en bleu, à savoir l'inactivité physique, la maigreur, la baisse du taux de vitamine D et l'âge avancé, ou bien indépendant de la densité minérale osseuse, à savoir le tabagisme, les maladies, les endocrinopathies et le syndrome de malabsorption. Et lorsqu'on a un antécédent personnel ou familial de fracture. Donc, voilà, j'espère que ça a été utile et fructueux. Si vous avez des questions.